En Mauritanie, la compilation des résultats s'était poursuivie dimanche. Dans la majorité des 4000 bureaux de vote du pays, l'opposition a dénoncé lors du scrutin d'importants problèmes d'organisation. Au Mali, ils étaient des milliers à investir les rues de Bamako ce week-end pour contester les résultats définitifs de la présidentielle du 12 août. Soumaïla Cissé et ses partisans réclament aussi la libération de 2 des leurs. Au moins 3 personnes ont été tuées dans l'explosion dimanche d'une voiture piégée à Mogadiscio. Cette explosion est survenue lorsqu'un kamikaze a projeté son véhicule piégé contre les locaux administratifs. C'est là les grands axes de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Mauritanie, la compilation des résultats s'était poursuivie dimanche dans la majorité des 4000 bureaux de vote du pays où se sont déroulées les élections législatives régionales et locales à moins d'un an de la présidentielle de mi-2019. L'opposition a dénoncé lors du scrutin d'importants problèmes d'organisation, certains électeurs en effet ayant notamment mis des heures pour retrouver leur bureau de vote déplacé à la dernière minute. Reportage. Au lendemain des législatives régionales et locales mauritaniennes, le dépouillement et la compilation des résultats se sont poursuivis durant la journée du dimanche dans la majorité des bureaux de vote. Le scrutin pour lequel se présentait un nombre record de 98 partis, dont ceux de l'opposition dite radicale qui avait boycotté les législatives de 2013, s'est prolongé jusqu'à tard dans la nuit de samedi dans plusieurs régions du pays. L'opposition a dénoncé samedi d'importants problèmes d'organisation, certains électeurs ayant notamment mis des heures pour retrouver leur bureau de vote déplacé à la dernière minute. Dimanche, le taux de participation s'établissait à 60% et tendait vers les 70% selon des responsables de la commission électorale. Des observateurs du scrutin estiment qu'un second tour prévu le 15 septembre prochain s'imposera dans la plupart des départements où le scrutin se déroulait selon le mode majoritaire, c'est-à-dire dans les circonscriptions où moins de 3 sièges étaient à pourvoir. Ce scrutin est considéré comme un test pour le président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle prévue en 2019. Au Mali, ils étaient des milliers à investir les rues de Bamako ce week-end pour contester les résultats définitifs de la présidentielle du 12 août. Soumaïla Cissé et ses partisans réclamaient aussi la libération de 2 de leurs compagnons de lutte arrêtés la semaine dernière par la sécurité d'État et détenus à la brigade d'investigation judiciaire. Suivez ici un extrait des propos des manifestants. Président sortant, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement, vraiment de libérer les retenus, les arrestations qu'ils ont fait, à savoir Paul Ismaël Boré et M. Kimri. On ne veut pas la guerre. Aujourd'hui, nous prenons notre destin en main. On ne compte plus sur Macron qui ne pense qu'à son 2e mandat. Nous ne comptons plus sur Alpha Condé qui pense au 3e mandat. Nous ne comptons plus sur Macky Sall qui se soucie de son 2e mandat. Nous ne comptons plus sur le président mauritanien qui est quasiment l'hôte de tous les grands bandits du monde et qui pense à un 3e mandat. Le Mali, comme Sankara l'a dit, se doit d'assumer sa révolte pour que les autres puissent s'appuyer sur notre sort. Seule la lutte libère. Et nos camarades qui ont été retenus, arrêtés, détenus, enlevés comme Paul Boro et Kimbiri, en réalité, je retiens d'une leçon positive de leur arrestation. Leur arrestation est la preuve de l'échec, de la faiblesse, de l'ignorance et de la panique du camp d'en face. L'arrestation arbitraire, la force, la violence sont des symptômes d'un homme faible. La privation physique ne fait rien. Paul, il est comme Mandela. Kimbiri, il est comme Malcolm X. Entre 4 murs, ils envoient des vibrations plus positives que leurs bourreaux. En 2013, Ibeka est venu en tant que candidat. J'ai quitté à Lagos pour venir soutenir Ibeka. J'ai trouvé que tous les candidats qui sont mieux plus que Ibeka. Ibeka avait 5 ans les galères, 5 ans les malheurs, 5 ans les catastrophes. Ibeka n'a rien foutu au Mali ici. On est là aujourd'hui, vive Soumi champion, vive Boro, vive Kibero. On est là aujourd'hui pour ça et la lutte continue. Jusqu'à ce que nous obtenons, le résultat est compté, on est là en train de lutter, on ne va jamais lâcher.
En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a commencé ce week-end à l'examen du recours des 6 candidats écartés de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre, dont celui de l'ancien chef de guerre et ex-vice-président Jean-Pierre Bemba. Plus de précisions à travers cet élément. La candidature sur 25 avait été déclarée irrecevable par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Aux abords du palais de justice où siège la Cour, plusieurs dizaines de partisans du mouvement de libération du Congo MLC de Bemba et du parti lumumbiste unifié PALU du patriarche Antoine Gizenga ont manifesté et chanté une bonne partie de la journée. Le ministère public a demandé de confirmer la décision pour Jean-Pierre Bemba. Dans son avis, le procureur a jugé recevable mais non fondé la requête de Bemba et a demandé à la Cour de suivre la décision de la CENI. Les avocats et les partisans de Bemba parlent d'un acharnement. Ils estiment que la subornation n'est pas un délit de corruption prévu dans le code électoral pour l'invalidation des candidatures. Les dossiers ont été défendus par les avocats des candidats face aux experts de la CENI devant les juges constitutionnels en audience publique retransmise par la télévision nationale RTNC. Le procureur a en revanche donné raison à 2 candidats écartés par la CENI pour défaut de nationalité congolaise d'origine, l'ex-premier ministre Sami Badibanga et la seule femme candidate, Marie-Josée Ifoku. La Cour a mis les dossiers en délibéré. Elle doit annoncer sa décision lors d'une prochaine audience dont la date n'est pas encore fixée. La commission électorale doit publier la liste définitive des candidats le 19 septembre. Bemba a fait un retour triomphal après son acquittement en appel par la CPI de sa condamnation à 18 ans de prison en première instance pour des crimes de guerre et contre l'humanité. Il a été condamné dans une affaire annexe pour subornation de témoins par la CPI qui rendra en appel sa décision le 17 septembre sur la peine prise à l'encontre de Bemba. Au moins 3 personnes ont été tuées dans l'explosion dimanche d'une voiture piégée à Mogadiscio. Cette explosion est survenue lorsqu'un kamikaze a projeté son véhicule piégé contre les locaux administratifs du district d'Al-Wadag. Nous sommes là dans le centre de Mogadiscio. Plus de précisions. L'attentat a été immédiatement revendiqué par les islamistes radicaux Chebab. Au moins 3 personnes ont été tuées dans cette explosion d'une voiture piégée dans la matinée du dimanche. Le véhicule piégé a été projeté contre les bureaux administratifs du district d'Al-Wadag dans le centre de Mogadiscio. Les victimes étaient des gardes de sécurité postés à l'entrée principale du bâtiment. L'explosion, qui était violente, a également touché plusieurs bâtiments voisins, y compris une école coranique et une mosquée. 8 personnes ont été blessées et parmi elles, plusieurs élèves d'une école coranique voisine. Selon des témoins, le bilan aurait pu être plus lourd si la plupart des élèves de l'école n'avaient pas quitté les lieux pour une pause quelques minutes avant l'explosion. Dans leur communiqué posté sur un de leurs sites internet, les Chebab ont confirmé que la cible de leur attaque étaient les locaux de l'administration locale. Affiliés à Al-Qaïda, les Chebab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, et les 2000 hommes de la force de l'Union africaine. Voilà qui nous conduit directement au sport. On retrouve Joannes Toa nous dans un instant. Bonjour. Bonjour. L'information a fait l'effet d'une bombe. Le Bénin viré de la CAN cadette Tanzanie 2019. Tout à fait. Kodjovi Ametonou, l'équipe nationale cadette du Bénin, est disqualifiée du tournoi qualificatif UFOAB CAN U17 Tanzanie 2019 pour tricherie selon le résultat des 2 examens IRM et PCCA, qui est un test cardio. 10 joueurs béninois sur 18 ont triché sur leur âge. Le Bénin est donc prié de quitter la compétition. Il faut rappeler que selon la réglementation de la CAN Tanzanie 2019, il faut être né rigoureusement le 1er janvier 2002. Donc le Bénin est la seule équipe éliminée avec 10 joueurs out sur 18 à l'IRM. Le Burkina Faso avait un seul joueur dans le cas, out plutôt au test cardio. La Côte d'Ivoire, 2 joueurs out sur l'IRM. Le Ghana, tout le monde est OK. Le Niger, 1 joueur out sur l'IRM. Le Nigeria, 2 joueurs out. Et le Togo, 1 seul out
aux tests cardio, tous OK pour l'IRM. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette attitude des dirigeants du football béninois alors qu'on vient à peine de renouveler la Fédération béninoise de football? Alors, visiblement, vu le timing de cette annonce, c'est probablement l'ancienne équipe de la Fédération béninoise de football qui a eu à gérer ce dossier-là. Il y a des confrères journalistes sportifs qui avaient alerté en son temps parce qu'ils avaient connaissance de certains cas de joueurs qui ne pouvaient vraisemblablement pas avoir l'âge requis, notamment un capitaine qui serait déjà professeur enseignant de PS au Bénin. Donc il y a ce cas-là, donc il y a forcément, je dirais, la matérialisation de ce que beaucoup de gens ont dénoncé durant des années, c'est-à-dire l'amateurisme au niveau du football béninois. Espérons que Mais quand vous parlez de l'ancienne fédération qui aurait géré ce dossier, alors que dans le même temps, Joré Moucharaf monte au créneau et estime que lui avait déjà saisi les autorités béninoises, surtout le ministre des Sports, pour dénoncer le fait. Comment est-ce que vous pouvez alors imputer cette responsabilité? Le ministre des Sports a été clair à travers un post sur les réseaux sociaux, même si tout le monde n'a pas forcément les moyens de se connecter aujourd'hui. Il a été clair, il l'a dit, j'ai instruit une contre-expertise. Le ministre a été clair, il y aurait eu une contre-expertise pour attester de ce que ces joueurs ont les âges requis. Finalement, à qui incombe cette responsabilité-là? Ce qui est sur une commission, on verra comment c'est ce dossier-là. Mais quand il menace de sanctionner, on verra donc qui sera sanctionné dans ce dossier. Alors, puisqu'au Bénin, ça ne marche pas ailleurs, ça se joue sur le terrain, donc en Europe, les grands championnats ont connu ce week-end beaucoup de rencontres livrées avec des scores fleuves, surtout en Espagne. On démarre par quel pays déjà? On démarre par l'Angleterre, Côte d'Ivoire, où Arsenal peut remercier Alexandre Lacazette, buteur et passeur, pour une victoire dans la douleur pour les Gunners face à une équipe combative de Cardiff. Deuxième victoire donc pour les hommes de Unai Emery, et une autre preuve de l'importance de Lacazette. Il faut dire que l'homme est directement impliqué sur 10 buts de son équipe lors de ses 9 derniers matchs, 8 buts inscrits et 2 passes décisives. Il faut rappeler la victoire de Liverpool sur le terrain de Leicester, 2-1, la victoire de Chelsea aussi face à Bournemouth, 2-0. Watford qui a surpris Tottenham, 2-1. Et Manchester United qui s'est relancé en allant gagner à Burnley, 2-0. Donc Liverpool leader, Chelsea co-leader de la première ligue anglaise. En Liga espagnole, le FC Barcelone de Lionel Messi, d'abord mené dès la 3e, a finalement gagné face à Huesca, 8-2, festival offensif avec Lionel Messi, double buteur et double passeur. La Pulga offre donc la première place du championnat déjà au FC Barcelone, qui bénéficie d'un goal différentiel plus conséquent face à son rival éternel, le Real Madrid. Le Celta Vigo a surpris l'Atlético Madrid 2-0. Le Real Madrid a donc gagné face à Leganés 4-1. Levante a surpris Valence 2 buts partout, match nul. Et puis dans le derby sévillan, le Betis a dominé le FC Séville 1-0. En Italie, pas d'image là, mais il faut rappeler que le Napoli a été surpris en déplacement, 3-0, défaite à la Sampdoria de Gênes. La Juventus avait gagné 2-1. Toujours pas de but de Cristiano Ronaldo. En Bundesliga aussi, pas d'image. Les résultats de la deuxième journée, rapidement, le Borussia Dortmund a été tenu en échec à Hanovre. Augsbourg, Borussia Mönchengladbach, match nul aussi, 1 but partout. Le Bayern Munich est allé gagner 3-0 face au VfB Stuttgart. Le Schalke 04, surpris à domicile face au Hertha Berlin, 2-0. En Ligue 1 française, rapidement, il faut rappeler que c'était spectacle en principauté. Victoire de l'OM, 3-2. Buteur Kostas Mitroglou, buteur Florian Thauvin également. Voilà donc rapidement les résultats des grands championnats européens. Ça n'a pas fini, donc les transferts, et puis les Africains sont à l'honneur, surtout avec le capitaine, l'ancien capitaine des éléphants qui a bougé. Tout à fait, l'international ivoirien Yaya Ninieri Touré est de retour à l'Olympiakos Le Pirée, 12 ans après avoir quitté ce club-là. Le club a annoncé donc un accord avec le joueur de 35 ans, libre de tout contrat depuis son départ. On s'en souvient de Manchester City l'été dernier. Un autre joueur qui a bougé, africain d'origine au moins, Hatem Ben Arfa, lui a signé à Rennes, officiellement libre depuis son départ du PSG. Ben Arfa s'est engagé à Rennes où il a été présenté aux médias ce dimanche. Rapidement, quelques autres brèves. Le français Moussa Dembélé a lui fini par signer à Lyon pour 22 millions d'euros en provenance du Celtic. Il y a un club français, Amiens, qui a réussi à attirer, tenez-vous bien, un Brésilien international. C'est l'ancien grand espoir
joueur Paulo Henrique Ganso qui arrive à Amiens de Séville. Il est prêté pour 1 an avec une option d'achat. Merci donc à vous, Johannes Toanou. Et c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information sur SICA se poursuit. Restez donc à notre compagnie. Au revoir.